vous n'êtes pas trompé, ça va? Oui. Alors, je peux commencer là tout de suite? Ah, attendez, j'ai pas encore eu le signe d'approbation de l'équipe technique. C'est eux qui vont nous donner le top départ de cette petite heure de table ronde à propos de la réalité virtuelle. C'est parti, Monsieur Verneuil, le micro est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir et l'honneur de représenter bien sûr avant ce plateau TV donc le président et les élus de Cap-Nord, donc en tant que en tant que vice-président de Cap-Nord chargé de développement économique. Et donc on vous souhaite la bienvenue à tous à cette troisième journée des territoires de demain. Nous souhaitons, bien sûr, nous allons participer à ce plateau TV et nous souhaitons donc que ces journées de territoire de demain vous seront profitables et peut-être vont susciter en vous une certaine motivation pour cette réalité virtuelle et le développement de ce territoire. Merci à toutes et à tous. Alors, Monsieur Verneuil, je vous aurais laissé le micro pour nous parler un petit peu de la réalité virtuelle. C'est quoi la définition de la réalité virtuelle? Et puis, on va faire un tour de table et en même temps, on va vous présenter les intervenants qui sont ici. Alors, selon vous, c'est quoi la réalité virtuelle et en quoi c'est une innovation? Alors, la réalité virtuelle, pour nous, enfin pour moi en tant qu'élu, c'est un outil vraiment important, surtout pour un territoire comme Cap-Nord, où nous avons un certain enclavement, où il y a un déficit d'infrastructures, manque de services. Et nous pensons que cette réalité virtuelle, c'est un outil qui permettra donc, qui facilitera donc l'apprentissage, la formation, qui apportera, je pense, pas mal d'innovations en termes de développement économique, mais en termes de services aussi à la population. À votre gauche, nous avons Madame Cheven, Johanna de son prénom, elle est chargée de projet de communication. Même question pour vous, c'est quoi la réalité virtuelle et en quoi c'est une innovation pour notre futur? Alors bonjour, je ne vais pas vous faire une définition technique, je laisse ça aux professionnels. Pour nous, Centre Paul Gauguin, donc centre culturel, c'est un formidable outil pour enrichir les parcours de visite, pour attirer des publics qui ne le seraient pas forcément par un musée dit classique ou traditionnel et de pouvoir faire découvrir ce patrimoine au-delà des murs du Centre Paul Gauguin. Voilà, vous l'aurez compris, elle travaille pour le Centre d'interprétation du patrimoine Paul Gauguin. Au Carbet. Au Carbet, on le précise, bien évidemment, propriété de Cap-Nord. À votre gauche, nous avons Monsieur Bazabas, professeur au campus caribéen des Arts. Bonjour. Bonjour. Et la même question que pour tout le monde, la réalité virtuelle, pour vous, qu'est-ce que c'est? En quoi ça nous apporte une innovation, que ce soit sur notre territoire, petit territoire martiniquais ou bien dans le monde? Alors, la réalité virtuelle est un formidable moyen de s'immerger dans des mondes réels ou imaginaires, et c'est un moyen de développer un rapport sensible avec des mondes numériques, par exemple. Donc, forcément, cette technologie renforce tout ce qui touche aux questions liées à la simulation. On va avoir une perception d'un environnement renforcé, et forcément, tout ce qui touche aux apprentissages, aux imaginaires, aux émotions, vont être mieux, comment dirais-je, vécus à travers la réalité virtuelle. D'accord, merci bien. On continue notre petit tour de table dans le sens des aiguilles d'une montre et nous nous tournons vers ma gauche. Vous avez un micro juste ici avec Madame Tramis, Muriel de son prénom. Elle est conceptrice et pionnière du jeu vidéo. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, ma spécialité, c'est la création de contenu. Jeux vidéo, ça englobe pas mal de choses. Ça va du film interactif, c'est-à-dire la possibilité d'être immergé dans une histoire avec des personnages, des intrigues, donc enquête policière, chasse au trésor, jusqu'aux serious games, ce qu'on appelle serious games, c'est-à-dire des jeux sérieux qui ont plus une vocation pédagogique. Voilà. Bien, merci beaucoup Madame Tramis. Vous passez le relais, le petit bâton pour notre petite course d'une heure avec Monsieur Brun, responsable des relations avec les professionnels de santé Sim4Health. Je prononce bien? Sim4Health, en anglais, en français c'est... Ouais, voilà, avec une petite accent français. Pas de souci, bonjour. Pas de problème. Bonjour. Donc effectivement, pour ma part, je suis donc pharmacien et en charge des relations avec les professionnels de santé. Je représente une société, donc Sim4Health, et nous, on va être spécialisés dans la création d'environnements 3D pour la formation des professionnels de santé. Alors la même question, pour vous, la réalité virtuelle, c'est quoi et en quoi c'est une innovation? Alors, pour nous, la réalité virtuelle, ça va être un outil
parmi un panel d'autres outils numériques. Donc on va aussi bien créer des simulateurs d'environnement 3D qu'on peut aussi appeler Serious Game, donc plutôt sur ordinateur, sur tablette. On va pouvoir faire des consultations virtuelles avec un patient virtuel et s'entraîner à discuter avec eux. Et la dernière option, ce qu'on développe maintenant de plus en plus, c'est donc ces environnements 3D en réalité virtuelle. Et là, vraiment, on met le professionnel de santé met le casque sur les yeux et plongé dans un environnement complètement virtuel. Il va pouvoir s'entraîner, parfois même en équipe. Maintenant, on arrive à faire de la réalité virtuelle en équipe et s'entraîner donc à ces situations compliquées sans mettre en danger un patient. L'idée, c'est de respecter le principe éthique de la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui est jamais la première fois sur le patient. D'accord, on va y revenir bien évidemment tout à l'heure. Et on va passer le micro à notre dernier intervenant, mais pas des moindres. Il s'agit de Manuel Mondésir, président de GoWithYou, partenaire local de Google. Bel bonjour. Bel bonjour. Donc en effet, je suis associé chez GoWithYou. GoWithYou est un partenaire de Google Éducation, qui est une plateforme gratuite, qui est aujourd'hui utilisée par 70 millions d'enseignants et d'élèves dans le monde pour la mise à disposition de ressources, le fait de pouvoir créer des devoirs de façon numérique. Et une des applications, c'est Google Expédition, qui est une application de réalité virtuelle collective, ce qui est vraiment très très impressionnant et très intéressant. Et pourquoi je m'y suis intéressé, c'est que cela permet à un enseignant de faire partir sa classe dans un monde virtuel, sans quitter justement la classe. Et en ayant étudié en Martinique, je me suis rendu compte que véritablement, des fois, on me parlait de choses qui n'avaient pas de matérialité pour moi. Et donc là, pour le coup, un enseignant, en quelques secondes, peut faire partir des élèves au Brésil ou à l'intérieur du corps humain, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est une expérience collective. Voilà. Donc moi, la réalité virtuelle, même si c'est quelque chose qui est très, très général, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie éducation. Voilà. D'accord, donc vous l'aurez compris, nous allons aborder la réalité virtuelle sur ce plateau télé. On va l'aborder véritablement sur différents aspects, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan de la santé, sur le plan de la formation, etc. Et ma première question, et vous allez pouvoir tous y répondre, bien évidemment, c'est en quoi cette réalité virtuelle vous a apporté un plus dans vos métiers. On le sait, dans le centre Paul Gauguin, vous l'utilisez comme immersion pour découvrir l'ancien temps, on va dire, comment étaient les outils auparavant. Dans la pharmacie, vous l'utilisez donc pour la recherche et pour le lien avec les patients, pour peut-être désenclaver certaines personnes également dans les déserts médicaux, on en avait parlé auparavant. Et puis au niveau d'éducation, pour faire sortir un petit peu les enfants des quatre murs de leur territoire. Alors pour vous, en quoi, et notamment à Cap-Nord, puisque Cap-Nord veut faciliter cette innovation sur notre territoire, en quoi cet outil vous a apporté un plus aujourd'hui dans ce que vous faites comme métier? Alors, qui veut se lancer dans cette réponse? Allez-y. Je vais commencer s'il manque une dame veut prendre la parole, sans problème. Pour la formation des professionnels de santé, nous, c'est vrai que la réalité virtuelle va répondre à un enjeu de formation. Désormais, je parlais tout à l'heure de cet enjeu éthique, jamais la première fois sur le patient, ça devient maintenant une obligation. Les pilotes d'avion, ils se forment tous avec des simulateurs. De plus en plus, on voit arriver le fait que les professionnels de santé vont aussi devoir passer sur des simulateurs pour se former avant de rencontrer un vrai patient. Et donc, on voit arriver, notamment en métropole, des centres de simulation qui vont utiliser des mannequins, qui vont utiliser des acteurs pour s'entraîner à discuter avec des vrais patients, à prendre des décisions, travailler en équipe. Et bien, la réalité virtuelle va apporter un nouvel outil, parce qu'on va pouvoir recréer des environnements 3D extrêmement complexes. On va pouvoir les former à des situations. Alors, si je prends quelques exemples, un attentat, par exemple, va pouvoir être recréé virtuellement sans trop de difficultés, alors qu'en vrai, il faudrait mobiliser beaucoup de monde, presque bloquer l'hôpital entier pour pouvoir le faire. Également, voilà, un environnement peut-être de guerre, de conflit, qu'on peut recréer en 3D. Et les exemples vont très loin. On peut entraîner des infirmières à faire du triage à l'hôpital et recréer un IRM, du matériel qui sert très très lourd, qu'on ne pourrait pas utiliser parce qu'il est utilisé 24 heures sur 24 dans la vraie vie. Là, virtuellement, on va pouvoir l'utiliser comme un outil pédagogique et recréer ces situations. Alors vous insistez véritablement sur le côté pédagogique de la chose. Et là, je me tourne vers Monsieur Bazabas. Vous êtes professeur au campus caribéen des arts. Au niveau formation, c'est quelque chose qui attire les jeunes autant que les professeurs?
Alors oui, en effet, depuis 4 ans au Campus Caribéen des Arts, nous avons intégré dans la pédagogie l'enseignement de la 3D temps réel. Et donc, dès la première année, les étudiants sont initiés aux techniques de modélisation, de texturing, et ils peuvent tout de suite mettre leurs objets en espace et nous proposer une circulation, une évolution interactive dans leur imaginaire. Et puis, en deuxième année, ils ont des renforts dans ces techniques de modélisation et de texturing. Et en troisième année, où ils sont en phase projet, où ils préparent leur diplôme, ils peuvent, par le biais des ateliers de recherche et de création, les ARC, développer leurs projets en utilisant les technologies de la réalité virtuelle. Et l'année dernière, nous avons eu 2 projets qui mettaient en œuvre cette technologie. Et cette année, plusieurs projets s'annoncent autour de ces moyens. Voilà. Alors, il y a des jeunes dans la salle qui nous observent en live. Est-ce que vous avez un petit message vers eux pour leur dire il y a du boulot dans cette branche? Parce que même si ils peuvent être intéressés par autre chose, mais est-ce qu'en apprenant à créer tous ces projets, ils peuvent gagner leur vie par la suite? Oui, tout à fait. C'est un domaine qui est en pleine expansion, qui se développe. Et on voit qu'il y a de multiples secteurs d'activité, dont le patrimoine, le tourisme, la médecine, qui va donc faire appel à ces nouveaux moyens de visualisation. Et donc forcément, tous les jeunes qui savent modéliser, construire des espaces, qui ont des qualités dans le domaine du graphisme et de l'image, seront sans doute sollicités dans ces domaines. Voilà. Alors, on parle de formation, mais je me tourne vers les autres acteurs sur cette table. En quoi la réalité virtuelle a apporté un plus dans votre corps de métier? J'imagine qu'au Centre Paul Gauguin, vous n'êtes pas arrivé en vous disant tiens, la réalité virtuelle, c'est beau, c'est sexy, on va voir, on va le mettre comme ça dans le musée. Ça a été une réflexion un peu plus élaborée. J'imagine, oui. Donc déjà, le Centre Paul Gauguin était ancien musée Gauguin. Il a été complètement modernisé et a rouvert ses portes récemment. Et donc, le multimédia était au cœur de ce projet de rénovation. Pourquoi ? C'est pas pour faire joli. Voilà, ça fait partie d'une vraie réflexion. Donc, nous, on est un centre d'interprétation. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tableaux originaux. On n'a pas d'œuvre d'art originale. Mais rentrer dans une œuvre d'art, découvrir un artiste, découvrir le patrimoine, c'est pas simplement regarder un tableau. Il y a d'autres façons de le faire. Donc nous, voilà, on a un parcours d'exposition un petit peu plus classique. On peut découvrir le séjour martiniquais de Paul Gauguin, ce qu'il a peint, ce qu'il a représenté du patrimoine martiniquais du 19e siècle. Mais nous, la réalité virtuelle, c'est vraiment une valeur ajoutée à ça. C'est une autre façon de découvrir Gauguin. C'est vraiment une expérience à part entière. Donc il y a une salle au centre qui lui est dédiée. Et donc on a conçu, Martial Bazabas a réalisé. L'idée, c'était de proposer une promenade dans les tableaux du peintre, dans les tableaux martiniquais, et de voir un petit peu le paysage avec ses yeux. Ça va permettre notamment aux plus jeunes de rentrer plus facilement dans le monde de l'art, de la culture, qui peut paraître un petit peu parfois rébarbatif et ennuyeux. C'est un autre moyen de rentrer dedans. C'est un média qui va tout de suite leur plaire. Ils vont avoir envie de jouer. Donc nous, on se déplace avec une manette de Xbox. Donc c'est quelque chose qui va leur donner envie. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Comment ça se déroule en fait? Est-ce qu'on a le casque? Est-ce qu'on reste... Donc on s'installe. C'est une salle dédiée. On s'installe, on s'assied, on est à moitié debout. On a une manette pour se déplacer et puis un casque Oculus de réalité virtuelle. Donc on peut jouer. Il y a un seul joueur. On disait que le collectif était important, c'est vrai. Même si une personne fait l'expérimentation, ce qu'il voit est projeté sur un très grand écran. Donc toutes les personnes dans la salle vont pouvoir suivre le parcours. Et ça marche très bien puisque tout le monde dit non, va à gauche, va à droite, etc. Et c'est une vraie plus-value puisque ça va leur permettre de découvrir autrement les paysages, les couleurs utilisées. On a beaucoup, Martial, quand je dis on, j'inclus toujours Martial Bazabas, beaucoup travaillé sur les couleurs, les nuances de couleurs du peintre, les textures, les ombres, les paysages qu'il a peints, ceux qu'il n'a pas peints, et donc ça va leur permettre de regarder autrement les œuvres d'art, et puis de repérer les personnages qui vont croiser dans la balade, et puis ils vont se demander dans quel tableau je les ai vus, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur activité, leur métier, etc. Donc c'est une vraie expérience à part entière qui va leur permettre d'aborder l'art
le patrimoine de façon très ludique. Et ça rejoint ce que vous nous disiez tout à l'heure lors de la définition de la réalité virtuelle, ce côté immersif et prise véritablement du public dans le lieu culturel. Je me tourne vers vous, mon cher ami, monsieur Mon Désir, Manuel de son prénom. Vous avez entendu un petit peu ce qui a été dit par vos collègues de table, et vous parliez justement au niveau de l'éducation, c'était véritablement très important. Par rapport à ce qui a été mis en place, autant par le Campus Caribéen des Arts, autant par le Centre Gauguin et également par la société Sim4Ilf, vous voyez véritablement un engouement et ça rejoint ce que vous disiez par rapport à l'éducation et les professeurs? Oui, tout à fait. En fait, quand je demandais à ma grand-mère ce qu'était l'école pour elle, il y avait un professeur, des tables, des chaises et un tableau. Pour ma mère, il y avait un professeur, des tables, des chaises et un tableau. Et quand moi je suis allé en cours, il y avait un professeur, des tables, des chaises et un tableau. Je crois que c'est encore là comme ça. Hein. Voilà. Non, mais c'est une boutade, mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde autour de nous, le monde a évolué, tous les mondes ont évolué, tous les secteurs ont évolué, dans le monde professionnel, le monde personnel, et l'école, finalement, n'avait pas véritablement fait cette révolution. Alors moi, je ne suis pas un ayatollah du numérique, je ne suis pas pour le tout numérique. Quelquefois, quand un enseignant me demande comment on fait ça, je me penche, et je sors une feuille, un crayon, je dis voilà, c'est la meilleure façon. Ou j'imagine pas demain qu'on puisse faire de l'éducation physique simplement en étant assis avec un casque de réalité virtuelle. Vous voyez. Mais par contre, pour nous, en Martinique, qui est une île, pour Cap-Nord, qui est un territoire enclavé, ben, le numérique, c'est une chance incroyable. D'accord ? Et la réalité virtuelle, en tout cas celle que moi j'essaye de pousser, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'elle est totalement démocratique. Comment elle fonctionne, puisqu'on a eu la présentation pour le musée Gauguin. En ce qui concerne le projet que nous on mène, la réalité virtuelle collective peut fonctionner simplement avec une boîte de carton dans laquelle qu'on peut créer. D'ailleurs, ça peut être un projet qu'on donne aux élèves, une boîte de carton avec des lentilles, et ça va déjà créer en fait la boîte qui va permettre d'être immergé dans ce monde de réalité virtuelle. Et après, le deuxième outil qui manque, c'est le téléphone portable. Et aujourd'hui, bon, c'est un peu l'extension de la main, tout le monde a un téléphone portable. Donc, avec la boîte en carton et le téléphone, il va y avoir deux rôles en fait. L'enseignant va jouer le rôle de guide, et aujourd'hui, il y a plus de 700 expéditions qui sont disponibles, et la volonté à notre niveau, c'est de développer du contenu sur nos territoires, le territoire Cap-Nord, le territoire de la Martinique et plus largement. Et puis, donc, cet enseignant va jouer le rôle de guide, et les élèves, donc, collectivement, vont être immergés dans ce monde. Et donc, on peut imaginer des expériences qui sont des expériences culturelles, donc de musées, etc., des expériences pour découvrir des espaces, des grands espaces, aller à l'intérieur du corps humain, où on peut carrément imaginer des mondes totalement virtuels. Donc, c'est de la réalité virtuelle. Voilà. Et donc, c'est ce côté démocratique qui m'intéresse. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il y aura un intérêt à faire de l'apprentissage 100% réalité virtuelle, mais je trouve que c'est une bonne approche. Donc on parlait en termes de sécurité. Pour l'éducation, je trouve que c'est une façon de rattraper véritablement ce que les élèves attendent. Tout à l'heure, on va faire des ateliers. Par exemple, je pourrais vous envoyer en Égypte. Donc on va avoir des pyramides. Et pour un professeur de mathématiques, finalement, il emmène ses élèves en Égypte voir des pyramides. Et puis après, il dit, ce que vous avez vu, c'est des triangles. Donc on va calculer l'aire d'un triangle. Et en fait, une pyramide, c'est quoi? C'est plusieurs triangles ensemble, on va calculer donc un volume. Et donc, ça va être finalement le point d'ancrage qui va permettre d'avoir véritablement une motivation, le fait de capter les élèves qui finalement ont l'impression que l'école n'a pas évolué, pour après réussir à dispenser un cours qui sera peut-être dispensé de façon plus traditionnelle. Voilà. Et moi, ça me rappelle une époque que certains n'ont peut-être pas connue, où on jouait au jeu de rôle avec les D20, etc. Et nous avions toujours notre maître de jeu. C'est un petit peu ce même principe, mais appliqué au numérique, qui est appliqué donc au musée Gauguin, et avec cette expérience au niveau éducatif. Et du coup, je me tourne vers Madame Tramis, qui s'y connaît en jeux vidéo, et qui va peut-être nous dire pourquoi la réalité virtuelle n'est, j'ai pas envie de dire utile, mais en quoi ce n'est pas une si grande scission par rapport à ce qui se pratiquait auparavant, mais un plus concrètement. En fait, depuis 30 ans que je crée des contenus ludiques et éducatifs, j'ai vu vraiment évoluer la technologie. Au début, il y avait des images, ce qu'on appelle 2D, des images à plat, du dessin animé. Et puis, il y a ce qui a favorisé d'ailleurs l'éclosion de la réalité virtuelle, c'est la création d'images de synthèse, qu'on appelle les images 3D, c'est-à-dire la possibilité de représenter les mondes en volume.
et de pouvoir s'inclure dans ces mondes, c'est-à-dire placer une caméra à l'intérieur du monde et pouvoir se déplacer comme si on y était. Voilà. Et j'ai vu aussi évoluer les métiers. On a parlé tout à l'heure de formation. Alors, il y a 3 types de métiers autour de la réalité virtuelle. Il y a tout ce qui concerne la création des images, donc l'infographie, tout ce qui concerne la programmation, il ne faut pas l'oublier aussi. Pour faire évoluer, par exemple, une caméra à l'intérieur d'un monde virtuel, il faut ce qu'on appelle des moteurs 3D. Donc, il faut pouvoir les programmer. Et puis, il y a tout cet aspect scénarisation qui permet de créer donc, une enquête policière, une chasse au trésor autour de ça, ou une immersion, une simulation sur le plan de la santé. Et donc, en partant de mon domaine, création de contenu ludique et éducatif, je me suis aussi orientée vers l'architecture et l'urbanisme en 3D. Ça, c'est un des débouchés possibles, c'est-à-dire la possibilité de s'immerger à l'intérieur de projets d'urbanisme, montrer le futur, ce que ça va être, mais de façon plus concrète. Parce que voir quelque chose sur plan, voir une construction, une résidence sur plan, voilà, c'est pas évident, mais moi je suis incapable de comprendre. Alors par contre, pouvoir être à l'intérieur d'un bâtiment, à l'intérieur d'une ville, et se promener comme si on y était, se tourner à gauche, à droite, emprunter des rues, regarder en haut, en bas, et pouvoir intégrer des informations supplémentaires, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée d'ailleurs, voilà, c'est un plus que peut nous apporter la réalité virtuelle. Et au niveau des jeux sérieux, vous parliez des serious games. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors il y a plusieurs domaines possibles. Alors c'est basé sur la simulation, comme expliquait Monsieur Brand. Et on peut par exemple sensibiliser les personnes aux attitudes face aux risques majeurs. Que faire en cas de tremblement de terre, en cas d'inondation, etc. On peut donc reproduire l'environnement familier, l'intérieur de la maison, l'école, l'administration, et faire prendre des décisions en fonction des événements qui se passent. D'accord. Alors maintenant, je vais pouvoir me tourner vers notre représentant de Cap Nord, Monsieur Verneuil, et vous allez pouvoir nous expliquer, au vu de ce petit panorama, pourquoi et comment Cap Nord compte s'immerger dans la réalité virtuelle et quel est son programme par rapport à ce sujet-là? Oui, alors peut-être le micro. Ah oui, excusez-moi. Oui, Cap Nord est effectivement un rôle de facilitateur. Enfin, nous allons intervenir en tant que facilitateur de cette réalité virtuelle. Donc, d'abord par la mise en place de laboratoires de la réalité virtuelle qui devra se positionner dans les anciens locaux de l'EDF, au Cap Nord, justement, doit travailler sur la transition énergétique. Donc nous avons pensé là aussi mettre ce laboratoire. Nous sommes travailler à la fois sur la transition énergétique et sur l'innovation. Et donc, à travers ce laboratoire, les chefs d'entreprise, enfin ceux qui ont besoin justement d'expérimenter, d'essayer de visualiser un projet, enfin de faire un certain nombre d'approches, ils pourront venir dans ce laboratoire. Ce laboratoire sera aussi ouvert au grand public. Il y aura des heures, des créneaux horaires pour le grand public, pour découvrir un certain nombre d'éléments sur cette réalité virtuelle. D'accord. Donc, et puis, il faut, là, au vu de tout ce que j'entends, je vous dis en tant qu'élu, c'est un outil, je pense, formidable pour la décision. Parce qu'on a la possibilité, je pense que dans le domaine de l'urbanisme, par exemple, la modification d'une ville, on peut éviter pas mal d'erreurs à travers cette réalité virtuelle, parce qu'on peut simuler, on peut se déplacer, on a une approche différente. C'est-à-dire que souvent les architectes vous font de très beaux projets, ils vous montrent des projets en plan, avec de belles couleurs, et souvent ce sont les couleurs qui frappent. Et le côté fonctionnel, souvent, n'est pas suffisamment apprécié. Et c'est à la réalisation du bâtiment ou de l'aménagement que l'on découvre les dysfonctionnements. Donc, cette réalité virtuelle peut nous permettre un gâchis financier, peut nous permettre d'éviter un certain nombre d'erreurs. Et d'ailleurs, j'ai été impressionné lorsque M. Bazabas est venu, d'ailleurs en 2015, il a présenté donc, ses travaux sur la représentation du théâtre de Saint-Pierre. Donc déjà, il n'existe pas, donc il a dû faire un gros travail pour reconstituer tout ça. Mais en même temps, il nous a permis de découvrir quelque chose que nous n'aurions pas vu, enfin, parce que ça n'existe plus.
et donc à travers ces travaux-là. Donc ça, tout de suite, j'ai pensé que cet outil peut être mis à disposition des élus et du développement de ce territoire. Vous avez été véritablement impressionné. Moi, j'avoue que c'était une belle expérience de voir ce théâtre et beaucoup de retours publics. Et d'ailleurs, en parlant de retours publics, quel a été le retour public, du public au Centre Gauguin après les expériences que vous avez pu mener dans le multimédia? Oui, donc nous, on teste, enfin, on met à disposition la réalité virtuelle depuis le mois de juillet, donc ça fait déjà quelques mois. Les retours, je vais parler plutôt par tranche d'âge. C'est vrai que chez les jeunes, ça a été, voilà, c'est tout de suite adopté et c'est quelque chose auquel ils ont beaucoup accroché et qui nous permet ensuite de développer tous les aspects pédagogiques autour de ça. Chez donc les tranches d'âge un peu plus âgées, il y a vraiment je dirais pas une éducation, mais il y a tout un apprentissage à faire autour de ça. En Martinique, c'est quelque chose auquel on n'a pas l'habitude qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer du tout. Donc il y a, pour beaucoup de personnes, c'était leur première expérience de réalité virtuelle qu'ils ont pu faire chez nous. Donc pour nous, il y a vraiment tout un accompagnement à faire. Je dirais que nous, le seul la seule chose à prendre en compte, c'est la réalité virtuelle, le petit effet qu'il peut y avoir on se sent parfois un peu, on est complètement désorienté, on perd tous ses repères, puisqu'à la fois on est dans une salle du musée Gauguin et en même temps on se promène au bord de mer avec les porteuses de Gauguin. Donc voilà, c'est un vrai accompagnement, nous, qu'on doit prendre en compte pour que voilà, les utilisateurs se sentent à l'aise. Est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, une fracture au niveau de ce qui se faisait avant et de ce qui se pratique maintenant avec cette réalité virtuelle, ou bien, comme nous l'avions évoqué tout à l'heure, c'est prendre les anciennes techniques, les anciennes manières de visiter et les adapter à ce nouvel outil? Oui, c'est ça. Dans le monde entier, maintenant, tous les musées, toutes les institutions muséales, les centres d'interprétation utilisent les nouvelles technologies. Maintenant, on va dans n'importe quel musée, on trouve des bornes multimédia, des tablettes, des outils que ce soit réalité virtuelle, réalité augmentée pour découvrir des sites patrimoniaux. Donc maintenant, pour les institutions culturelles, c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans le mode de fonctionnement et c'est aussi quelque chose que les visiteurs attendent. Donc pour nous, il s'agissait d'être aussi à l'écoute et de répondre aux attentes des visiteurs qui maintenant s'attendent à avoir ces nouvelles expériences de visite et qui apportent un vrai plus. Donc un peu plus de visites. Exactement. Et pour nous, clairement, cette expérience de réalité virtuelle, c'est un produit d'appel pour le Centre Paul Gauguin. C'est ce que les gens viennent aussi rechercher. C'est un véritable atout qui peut être utilisé par toutes les institutions culturelles et touristiques ici. Et comment ça se passe au niveau formation? Les anciens salariés ont dû se former à ce nouvel outil, ou bien vous avez pu donner à certains, toi tu vas pas t'occuper de la réalité virtuelle, mais on va peut-être prendre un petit jeune qui s'y connaît un peu plus. Non, vraiment l'inclusion de tous les publics. Je vous disais que voilà, selon les générations, on n'a pas le même rapport aux manettes de jeu, au tactile, donc, mais c'est quelque chose, voilà. Nous, c'est un centre d'interprétation. L'idée, c'est que tous les publics, justement, soient accueillis et selon leurs habitudes, puissent expérimenter. Et donc, tous les salariés, quand la réalité virtuelle a été installée, ont été formés, justement, voilà, à l'utilisation, pour bien accompagner tous les publics. C'est M. Bazabas qui s'occupait de la formation? Entre autres, bien sûr, exactement. Dites-nous en plus sur la formation. Comment on se forme à la réalité virtuelle quand on se doit d'apprendre à créer, mais surtout quand on se doit d'utiliser, quand on l'utilise par exemple comme pour le centre d'interprétation Paul Gauguin? Le défi sur ce projet a été surtout de rester dans l'authenticité des œuvres de Gauguin, dans le travail d'analyse, et forcément, pour éviter des phénomènes de nausée, il a fallu faire un gros travail d'optimisation des volumes et des objets présents dans l'espace virtuel. Ça dépend du temps. Voilà, et donc faire des tests. J'ai dû faire appel aux enfants de mon voisinage chez moi, des petits voisins qui sont venus tester le projet et vérifier que
tout se passe bien. Donc en effet, de multiples tests, de multiples rencontres où nous avons en fait ensemble défini le contenu de ce projet. Et ma foi, maintenant, voilà, ce projet fonctionne et je suis content de voir que ça roule. Voilà. Alors, vous avez travaillé sur la modélisation du musée Saint-Pierre, vous avez travaillé également sur la modélisation un petit peu de l'univers du Centre international Paul Gauguin, du Centre d'interprétation Paul Gauguin. Dites-moi, quand vous travaillez tout cela, vous avez donc une partie technique pour la création même de ce parcours, mais aussi comme l'a précisé Madame Tramis, vous devez également faire beaucoup de recherches. Énorme. Pour la reconstitution du théâtre de Saint-Pierre, les phases de recherche aux archives, d'études de plans, d'analyse des données, a été la plus grosse partie de la reconstitution. J'ai presque envie de dire que la 3D a été une phase mineure. Bon, ça a été d'autant plus compliqué que les données ne sont pas facilement accessibles ici dans notre région. Il a fallu vraiment gratter, fouiller. Voilà, je pense qu'on gagnerait à un peu mieux organiser nos archives ici. Voilà, mais en effet, cette phase de recherche, d'analyse de données, de rencontre avec des spécialistes. Je ne suis pas architecte. Il m'a fallu rencontrer les architectes des bâtiments de France pour interpréter les plans, pour comprendre. Et puis aussi, et là, la réalité virtuelle a joué aussi un rôle de simulation. Nous avons très souvent, avec l'architecte, pendant cette phase de reconstitution, visité le théâtre de l'intérieur pour vérifier l'exactitude de la position d'une plinthe, d'une poutre, d'un objet. Voilà. Donc il y a eu aussi un travail d'analyse de cette reconstitution de l'intérieur en vue de l'élaboration de ce projet. Voilà. Et là, du coup, j'ai envie de me tourner vers Monsieur Brun, Guillaume de son prénom. Et alors, vous travaillez à Sim4Health et j'imagine que pour véritablement être concret dans les outils qui vont permettre à la réalité virtuelle d'être utile dans le monde des pharmaciens, vous devez travailler avec les techniciens, avec ceux qui connaissent ces métiers. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est les techniciens de l'univers, j'ai envie de dire, les modélisateurs 3D, les scénaristes qui vont vers les pharmaciens, ou bien vous privilégiez plutôt les besoins des pharmaciens pour permettre à ces modélisateurs de créer les bons outils? Alors attention, on ne travaille pas qu'avec les pharmaciens, mais bien avec l'ensemble des professionnels de santé, les médecins, infirmiers, enfin vraiment l'ensemble des professionnels de santé, médical et paramédical également. Effectivement, on parlait de métiers tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y en a plein autour de la réalité virtuelle et même du numérique au sens large. Et nous, pour créer ces produits, ces outils pédagogiques, on va avoir besoin de différentes compétences. Alors bien sûr, comme l'a évoqué Madame tout à l'heure, des compétences autour de la modélisation 3D, tous les développeurs qui vont pouvoir créer ces contenus, mais ce sont des professionnels de santé qui nous sollicitent, qui ont des besoins, et nous on va réaliser ces besoins sur mesure, en fonction de leur cahier des charges. On va discuter avec eux, écrire un scénario pour cette expérience en réalité virtuelle, pour cette formation en réalité virtuelle, et donc tout va venir d'un professionnel de santé. Tout son besoin, on part vraiment d'un objectif pédagogique, et je pense que ça a été bien souligné tout à l'heure, l'idée c'est pas du tout d'utiliser la réalité virtuelle pour faire de la réalité virtuelle. C'est la même chose pour le musée. La réalité virtuelle est un outil. On ne fait pas de la technologie pour de la technologie, on utilise cet outil parce qu'il a du sens et que c'est pertinent. Du coup, ce besoin qui vient des professionnels de santé, il faut un professionnel de santé pour l'entendre, le comprendre. Donc au sein de nos équipes, on a des professionnels de santé, j'en suis l'illustration en tant que pharmacien. Donc on capte ce besoin qu'on va nous transmettre aux personnes qui vont développer, mais l'objectif, c'est un objectif pédagogique. Donc on doit aussi avoir au sein de nos équipes des ingénieurs pédagogiques qui vont vraiment être faire en sorte que cet objectif pédagogique est bien atteint, qu'on va bien déployer les bonnes ressources pour bien transmettre l'information. Et voilà, on va ensuite modéliser tout cet environnement pour le diffuser ensuite à ces professionnels de santé qui puissent s'en saisir. Alors concrètement, les professionnels de santé, quand on leur parle de réalité virtuelle, ils voient cet outil de quelle manière, pour l'utiliser de quelle manière? Il y a plusieurs types de personnes, surtout des personnes, on va dire, early adopters, des personnes avec une attirance sur le numérique qui vont tout de suite trouver ça génial et avoir plein d'idées sur comment l'utiliser, et d'autres personnes plus ancrées sur le côté théorie, l'importance des livres. Je pense que cet outil vient compléter un parcours de formation. On va toujours avoir la place pour la théorie, le livre, l'amphithéâtre aura toujours son importance, mais peut-être que cette théorie, on va l'utiliser après, en environnement virtuel, pour s'entraîner et apprendre de ses erreurs.
On parle souvent d'apprentissage par l'erreur, c'est-à-dire que la réalité virtuelle, on a des scénarios, on a des cas cliniques virtuels sur son ordinateur, on va en lancer un, on va pouvoir se former, on n'a pas fait les choses bien, mais on recommence, et c'est l'avantage du numérique, on change d'environnement, boum, voilà, il suffit de cliquer, on découvre des centaines d'environnements 3D l'un après l'autre, donc c'est formidable, et dès qu'ils ont compris l'intérêt de cet outil, je pense qu'ils sont très vite convaincus. Le frein maintenant, ça reste le coût de réalisation de ces outils, et c'est là où il faut être ingénieux, aller frapper aux bonnes portes, que ce soit de l'État ou peut-être parfois de partenaires privés, pour trouver cette relation, pour produire ces contenus. Et l'originalité, on va dire, chez Sim4Health, c'est que tous ces contenus, on les mutualise. Toute réalisation, on va les mettre sur une plateforme qu'on a développée qui s'appelle Medicactive. Et une fois que tout ce contenu est sur la plateforme, les personnes qui l'y ont mis le mettent à disposition. D'autres personnes le trouvent intéressant et vont pouvoir l'acheter. Et donc il y a des revenus qui sont générés qui reviennent à son auteur. Donc il y a une sorte de valorisation, un modèle intéressant. C'est-à-dire qu'on va investir, mais on va peut-être gagner des sous en le mettant sur cette plateforme. Et du coup, on va avoir toute cette bibliothèque de cas cliniques 3D à disposition en France et à l'international, et on travaille beaucoup à l'international. On a fait un cas clinique en réalité virtuelle avec la faculté de médecine de Stanford en Californie sur de la chirurgie endovasculaire, donc des choses très pointues, et donc on va avoir toutes ces thématiques qu'on va retrouver sur la plateforme et dont on va pouvoir l'utiliser partout. Est-ce que c'est un levier qui peut être utilisé en Martinique pour justement valoriser les différents professionnels qui sont ici et puis les différents étudiants qui cherchent peut-être à se former également ? Exactement, c'est tout à fait l'objectif. Déjà, on va pouvoir partager du savoir, on va avoir un savoir-faire à Stanford par exemple, qu'on va pouvoir utiliser ici en Martinique et se former avec ce contenu, mais la Martinique a aussi un savoir-faire qu'il va pouvoir mettre à disposition sur une plateforme telle que la nôtre du monde entier. Et le monde entier va pouvoir comprendre les spécificités et vraiment l'expertise qu'il peut y avoir ici. Et j'en parlais tout à l'heure, ce côté collaboratif qu'on développe maintenant. Nous, on vient de développer très récemment notre premier cas clinique en réalité virtuelle, où on est à plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a en présentiel plusieurs personnes qui mettent un casque de réalité virtuelle, et ils se retrouvent dans le même environnement virtuel. Et du coup, ils vont pouvoir se former ensemble. Ça peut être deux médecins, mais ça peut être aussi un médecin avec une infirmière. Et donc chacun va apprendre à comprendre le rôle de l'autre, parce que ça, c'est un vrai problème actuellement, c'est source de plein d'erreurs médicales. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'autre personne, son rôle, qu'est-ce qu'il doit faire. Et du coup, on ne sait pas, quand il faut prendre une décision en cas d'urgence, on ne sait pas qui doit la prendre. Est-ce que j'ai le droit, moi, en tant qu'infirmière, de dire au chirurgien qu'il est en train de faire une bêtise ? J'ose pas forcément. Et donc, en virtuel, on va pouvoir s'entraîner à faire tout ça. Et donc, on va pouvoir le faire en présentiel, mais également à distance. Donc, une personne qui met un casque à New York, à Sydney, en Martinique, un autre qui est présent à Paris, ou dans n'importe quel pays du monde, et on est présent en même moment, dans un même environnement virtuel, et on va pouvoir se passer des objets, on va pouvoir communiquer, parce que le casque est équipé d'un micro, donc on parle à l'oral et on s'entend comme si on était l'un à côté de l'autre. Tout ça virtuellement, c'est formidable pour désenclaver effectivement des zones, partager des connaissances, faire du travail interdisciplinaire, donc c'est un outil formidable. Et c'est un outil qui est également utilisé dans l'éducation, vous nous en parliez tout à l'heure, Manuel, c'est ce côté... J'ai envie de dire open source, mutualisation, c'est quelque chose qui est également développé au niveau de l'éducation ? En fait, l'idée de la plateforme, et en étant partenaire de Google Éducation, c'est que quelquefois on développe des projets, mais la communication, la médiatisation est difficile. Parce que par exemple, comment faire connaître une initiative, même une initiative la plus remarquable possible, mais ça va demander qu'il y ait soit le bouche à oreille, soit d'investir en communication, etc. Le pari que moi j'ai fait, c'est plutôt de partir sur une plateforme qui, pour le coup, est accessible à tout le monde et a déjà un succès. Comme j'expliquais tout à l'heure, Google Éducation, c'est déjà utilisé par 70 millions d'enseignants et d'élèves dans le monde. Et en créant du contenu pour nos territoires, on va pouvoir véritablement valoriser nos contenus, que ce soit des contenus liés à la géographie, liés à la culture, etc., et mettre à disposition ce contenu. Donc, ça devient intéressant pour nos territoires à nous, c'est-à-dire que véritablement, sans sortir de la Martinique, potentiellement, les Martiniquais peuvent connaître mieux leur territoire, mais je le vois surtout en termes d'exposition de notre territoire, de notre connaissance pour le monde. D'accord ? Donc aujourd'hui, si je prends par exemple le cas du tourisme,
Imaginons demain qu'on crée le contenu pour la Martinique. Le comité du tourisme, par exemple, pourrait sur les salons faire visiter la Martinique en réalité virtuelle et non en utilisant une vidéo. D'accord ? On peut aussi imaginer tout ce qui va être l'échange, c'est-à-dire des projets éducatifs. Moi, j'y crois beaucoup pour que, à distance, on apprenne à se connaître. Moi, l'idée, c'est que véritablement, ça soit un point d'entrée. On peut imaginer déjà quelque chose au niveau de la Caraïbe. On parle beaucoup de la Caraïbe économique. Moi, je pense que la Caraïbe économique, elle naîtra vraiment quand on aura créé une Caraïbe pédagogique. C'est-à-dire qu'on sera capable de faire des élèves travailler ensemble. Et il y a beaucoup de plateformes. Il y a les plateformes de collaboration, écrire ensemble, etc., qui font partie aussi de cette suite de Google Éducation. Mais il y a aussi le fait d'avoir des projets d'apprendre à se connaître. Et la réalité virtuelle permet de le faire. Voilà. Après, il reste la logique de financement dont on parlait. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ma vocation, c'est que ça reste quelque chose qui soit gratuit, donc que ça soit accessible dans l'éducation gratuitement, ou même pour des publics, par exemple des jeunes enfants dans des hôpitaux, ou même des seniors. Alors moi, ce qui est intéressant dans le projet là, c'est que ce n'est pas du tout une réalité virtuelle aussi avancée que mes collègues. Là, pour le coup, c'est une simple photo, d'accord, qui est en 3 dimensions. Donc il n'y a pas cet effet de mal de mer ou de nausée. Et moi, pour le coup, quand je fais des expériences, donc j'ai eu le cas de le faire dans le territoire Cap-Nord durant la semaine bleue. Et là, pour le coup, c'est difficile de faire les seniors lâcher le masque parce que on va être posé. Pour le coup, c'est pas aussi du coup impressionnant entre guillemets que le fait de se déplacer dans un monde, etc. Mais pour le coup, c'est quand même assez impressionnant parce que rien qu'avec déjà cette technologie basique du carton avec des lunettes et un téléphone et une photo, on est déjà complètement immergé. C'est cette côté démocratisation qui m'intéresse. Et donc, j'en parlais des financements où là, véritablement, aujourd'hui, notre problématique, en tout cas, ça va être d'avoir une participation soit au niveau public ou des privés pour arriver à montrer que globalement, ça a un intérêt déjà pour nos territoires enclavés et aussi pour l'exposition de nos territoires au monde. Et un potentiel donc pédagogique, touristique, donc économique. Voilà. On voit bien qu'il y a de nombreuses possibilités avec la réalité virtuelle, mais quels sont les freins? Je me tourne vers vous, Madame Tramis, mais aussi Monsieur Bazabas et également vous autres sur la table. Selon vous, quels sont les freins à cette démocratisation, à cette utilisation de la réalité virtuelle? Est-ce que ce sont juste des freins financiers ou existent également des freins techniques? C'est d'abord le coût, effectivement. Moi, j'ai choisi de proposer des projets au grand public. Donc, on a vu que la réalité virtuelle était présente dans les musées, dans l'école ou dans les centres médicaux. Mais moi, je fais le pari, depuis une trentaine d'années d'ailleurs, de proposer des projets directement chez les utilisateurs sur son propre ordinateur personnel ou sur sa tablette. Voilà. Donc, c'est effectivement des questions de coût importantes puisqu'il faut il faut que les produits soient accessibles. Aujourd'hui, les jeux vidéo se téléchargent pour une dizaine d'euros sur les plateformes. Donc, il faut arriver à proposer des projets à ce coût-là. Voilà. Je rebondis sur ce que disait Martial tout à l'heure parce que le patrimoine est un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque je travaille aussi sur Saint-Pierre depuis une dizaine d'années. Mon premier jeu vidéo se passait à Saint-Pierre et je suis en train de lancer le remake de ce jeu 30 ans après avec les nouveaux outils et les nouveaux supports d'aujourd'hui. Donc on verra bien l'évolution technologique. Donc on va travailler certainement en collaboration, Martial et moi, il s'agit d'une enquête qui se passe dans tout Saint-Pierre. Donc j'ai déjà reproduit toute la ville. Donc je me suis confrontée au même problème que Martial, c'est-à-dire des problèmes de documentation. Comment étaient les édifices avant l'éruption? On n'a pas beaucoup de traces. Donc il faut tout reconstituer, réinterpréter. Et puis moi je propose de scénariser, pas seulement se promener pour le plaisir de se promener, mais aussi scénariser la balade à l'intérieur d'un scénario, une enquête policière, où on sera amené à rencontrer des gens, à comprendre ce qu'était cette société à l'époque, sur le plan politique, culturel, artistique, et élucider une affaire, voilà. Quelque chose qui va attirer qui est censé attirer le grand public, parce que l'idée c'est ça, c'est d'amener le grand public, quel que soit l'âge d'ailleurs, enfant comme adulte ou comme troisième âge, à utiliser ce genre de produit. Et donc pour vous, le frein principal, ça reste le coût. C'est le coût, oui. Parce le coût et le temps que ça engrange. Voilà. D'accord. Oui.
Effectivement, il y a ce coût, mais je pense que le coût, on va travailler dessus. On trouve des solutions pour financer les réalisations. Le matériel dont on a besoin, parce que nous, on va produire, si on fait l'analogie avec la PlayStation et le jeu vidéo, la PlayStation, c'est le casque de réalité virtuelle. Son prix n'arrête pas de chuter. Il est utilisé maintenant partout. On va dans n'importe quel centre commercial, on trouve des casques de réalité virtuelle, ça coûte 400 €, etc. Enfin, c'est très vite financé. Maintenant, c'est la réalisation, ce jeu en fait vidéo qui va servir. La PlayStation sans jeu ne sert à rien. Pareil, le casque de réalité virtuelle sans solution pédagogique, sans outils à utiliser ne sert à rien. Voilà, on va travailler avec des acteurs privés, on va travailler avec des acteurs publics, c'est pas un problème, on va trouver des financements. Au-delà de ces freins financiers, il y a encore, en tout cas pour nous, pour la formation des professionnels de santé, des freins techniques. Quand on utilise un casque de réalité virtuelle, et on travaille beaucoup en collaboration avec HTC Vive dans le cadre d'un partenariat, on a toujours ces manettes dans les mains. Actuellement, on a même un fil qui nous retient à l'ordinateur. La technologie évolue. Donc le fil, il est déjà parti. Maintenant, on peut mettre une batterie sur la tête. Le fil, on est connecté en Wi-Fi, il n'y a plus de fil. Les manettes, de plus en plus, on les aura plus. Il y a des gants qui arrivent, donc on va mettre des gants et on va pouvoir, donc en réel, bouger sa main, mais virtuellement, on va voir sa main et ses doigts bouger, alors qu'actuellement, on voit simplement une manette et c'est tout. Et au-delà de ça, voilà, on va pouvoir croiser avec un système de tracker des objets réels qu'on va tenir dans la vraie vie, et donc on va les déplacer virtuellement, ils seront modélisés en 3D, et on pourra combiner ces objets réels et cet environnement virtuel. Pour bien comprendre, je vous donne un exemple. Un accident de la route, on peut le recréer extrêmement facilement en 3D. Et vous avez une victime de cet accident sur le bord de la route, elle est allongée par terre, elle se tord de douleur, tout ça en virtuel, on va pouvoir le faire. Actuellement, le problème, c'est qu'on a ces manettes dans les mains. Donc si je voulais faire un massage cardiaque, par exemple, je ne pourrais pas appuyer parce que j'ai les manettes dans les mains, donc ça va m'embêter. Et on va pouvoir utiliser ces gants. Et je vais pouvoir donc mettre ces gants et aller appuyer sur mon personnage virtuel. Sauf que le personnage virtuel, il est virtuel, donc j'appuie sur rien. Donc j'ai pas cette sensation d'appuyer sur une cage thoracique. Si je mets un mannequin qui est fait exactement pour ça, où on va pouvoir enfoncer une cage thoracique, je vais positionner ce mannequin exactement où est le patient virtuel. Et quand je vais venir appuyer avec mes gants, je vais sentir une cage thoracique s'enfoncer comme si c'était une vraie cage thoracique. Et ce que je vois, c'est un patient que je prends en charge. Donc voilà, on va pouvoir avancer autour de la technologie et je pense que dans les 5 années qui viennent, la réalité virtuelle va vraiment encore plus se démocratiser. On voit l'arrivée des casques autonomes. On n'a plus besoin d'un gros ordinateur avec des grosses configurations. C'est beaucoup moins cher. Alors peut-être que la performance graphique sera un petit peu plus basse, mais c'est comme toutes les consoles de jeux vidéo, ça va s'améliorer. Donc je ne me fais pas de soucis. Je pense que l'outil va évoluer suffisamment pour qu'il n'y ait plus de freins technologiques. Et je me tourne de ce côté-là. Les freins et votre perspective également, puisque nous arrivons à la fin de cette table ronde. Vos perspectives, en plus des freins, pour la réalité virtuelle sur notre territoire. Alors les freins, je rejoins ce qui a été dit. Je pense qu'en effet, c'est une technologie qui est en pleine évolution. On peut aussi ajouter une grosse amélioration qui va arriver bientôt au niveau du champ de vision via les casques de réalité virtuelle. Pour l'instant, on a une vision qui est limitée à peu près à 110 degrés. Donc, on a l'impression, quand on est sous un casque de réalité virtuelle, d'avoir un masque de plongée et de visualiser le monde virtuel via ce masque. Bientôt, il y a de nouvelles générations de masques qui vont offrir des champs de vision à 200 degrés, ce qui veut donc dire qu'on n'aura plus de cadre limitant notre champ de vision. Donc, l'immersion va être renforcée. Il y a de nouvelles technologies aussi qui vont améliorer la qualité de l'image. Donc, on va vers une immersion qui va être renforcée et des moyens de simulation qui vont être de plus en plus denses. Donc on peut espérer, on peut être optimiste dans l'avenir de la réalité virtuelle, en sachant qu'en plus de ça, les technologies informatiques, c'est-à-dire tout ce qui touche au hardware, les PC, via les cartes graphiques, évoluent aussi très vite. Donc je pense que dans quelques temps, on aura des produits à la portée de tout le monde. En effet, les casques ont fortement baissé ces trois derniers mois. D'ailleurs, je crois qu'ils ont vendu plus de casques ces 3 derniers mois que depuis l'arrivée des casques de réalité virtuelle. Donc les constructeurs ont bien compris qu'il fallait mettre ces produits à la portée du public. Voilà. Madame Verneuil, votre perspective pour la réalité virtuelle, est-ce que pardon, un Cheven, pardon, excusez-moi, oui, pardon, c'est moi qui me suis. Pas de souci. Alors la réalité virtuelle. Bon, je ne vais pas revenir bien sûr pour les freins financiers qui sont de toute façon évidents pour tout projet, surtout dans le monde culturel, qui n'est pas forcément une priorité. Mais nous, les freins techniques,
les freins auxquels on a eu affaire, c'est plutôt peut-être d'une façon technique, puisque nous, la particularité, c'est que l'expérience de réalité virtuelle est faite tous les jours, tout au long de la journée, par le grand public. Donc on a beaucoup pensé et réfléchi à la mise en espace pour que ce soit sécurisé, que le matériel soit sécurisé, que l'expérience soit confortable pour les utilisateurs. Donc nous, ça a été un défi technique pour la mise en espace dans un lieu public, sachant que c'est du matériel qui reste quand même fragile. Donc ce que j'espère on a résolu. Et pour les perspectives, nous, c'est des projets qu'on cherche bien sûr à développer et à actualiser ce projet de réalité virtuelle. On espère justement pouvoir le faire évoluer avec les nouvelles technologies, bien sûr avec une qualité meilleure, une meilleure définition et bien sûr avec des casques plus performants et qui augmenteront bien sûr le confort. Pour nous, c'est ça, la priorité, c'est d'améliorer le confort de visionnage et d'éviter vraiment toutes les sensations un petit peu désagréables que certains visiteurs peuvent expérimenter. D'accord. Voilà. Monsieur Mondésir. Oui, parmi les freins pour nos territoires, et je pensais notamment à l'exemple qui était donné d'un praticien en Martinique, ça va être les réseaux, les infrastructures, hein, puisque c'est vrai que si on est dans des expériences véritablement en immersion, à un moment donné, il faudra imaginer qu'on puisse être connecté et pas forcément mettre l'application directement sur des machines. Et donc, on en parle beaucoup sur les territoires, et notamment sur les territoires de Cap-Nord. Un enjeu pour la Martinique, au-delà de la réalité virtuelle, c'est l'enjeu des réseaux. Il faut qu'on soit capable d'avoir des réseaux aussi performants que ce que l'on a en Asie. Il faudrait même qu'on ait des réseaux plus performants que ce qu'on a en France hexagonale, puisque véritablement, ça pourrait être un enjeu pour attirer aussi des professionnels. Si on veut faire de la Martinique une terre de réalité virtuelle, de réalité augmentée, d'intelligence artificielle, où j'en passe, ça veut dire forcément qu'on a les infrastructures et les réseaux nécessaires. Donc ça, c'est un enjeu, on ne pourra pas y couper. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup en collaboration et ne serait-ce que de se dire qu'on a un stress parce qu'on fait une visioconférence et on se dit que potentiellement ça va couper, c'est pas jouable. Et là, pour le coup, on est sur de la vidéo, on n'est pas encore sur de la vidéo en 360 degrés, etc. Donc le réseau, les infrastructures, c'est vrai que c'est quelque chose à apprendre très très sérieusement si on veut véritablement inscrire la Martinique dans cette réalité. Et en termes de perspective, moi pour mon projet, c'est toujours le côté démocratique. Ce que j'aimerais à terme, c'est que véritablement, les élèves aussi, sans avoir à faire... Évidemment qu'il y a ceux qui seront très très avancés, qui vont passer par le campus caribéen pour avoir des techniques très avancées en termes de modélisation pour la réalité virtuelle. Mais aujourd'hui, on peut, notamment dans l'application que je pousse, faire des projets où des élèves vont être capables aussi de créer du contenu, etc. Et c'est en impliquant les élèves dans le contenu, dans cette expérience, que véritablement, je suis certain que la connaissance va mieux passer. Voilà. Et puis toute la partie collaboration, Martinique, Guadeloupe, entre les différentes régions, et puis plus largement, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, en essayant de garder cela gratuitement. Voilà. Juste un petit point, nous, par rapport au réseau, ce qu'on fait dans les écoles, c'est que avec un partenaire, un jeune, donc Steve Bercy-Derzoun, on crée des réseaux mobiles dans des écoles, et donc on arrive à faire des expériences en étant connectés, même dans des territoires peu connectés, mais véritablement, c'est une solution qu'on a trouvée, mais il faut véritablement investir sur le réseau. Une solution temporaire. Voilà. Et pour conclure cette table ronde, M. Verneuil, alors les perspectives de Cap-Nord par rapport à la réalité virtuelle, et surtout, quelles sont les méthodes que vous allez mettre en place, que sont déjà mises en place, pour battre un petit peu les freins que nos acteurs ici présents ont pu soumettre à cette table? Oui, alors je rejoins tout à fait M. Mondésir sur la question des réseaux. Et Cap-Nord, depuis un moment, justement, d'ailleurs, un de ses axes de développement prioritaire, le projet de territoire, c'est le développement du numérique, le développement des réseaux. D'ailleurs, pour l'année 2018, il y a donc 3 communes qui seront couvertes avec la fibre optique, c'est-à-dire jusqu'à chez l'habitant. C'est donc Lorrain, Marigot et Casse-Pilote. Le choix n'est pas uniquement de Cap-Nord, puisque c'est la CTM qui pilote donc ce projet, mais nous faisons tout ce que nous pouvons en tant qu'élus pour influencer un peu les choses et pousser, parce que ce territoire Cap-Nord, comme je vous le disais, vu son enclavement,
le développement des réseaux est une priorité. Nous avons beaucoup trop de zones blanches sur ce territoire, donc ça c'est une priorité, donc on va continuer à se battre là-dessus. Et puis parallèlement à ça, avec le laboratoire de la réalité virtuelle que nous pensons installer, nous souhaitons donc que les porteurs de projets puissent développer de nouveaux usages et qu'ils puissent utiliser au mieux cet outil de façon à apporter quelque chose d'innovant dans le développement économique. Parce qu'on sait que sur ce territoire, le développement économique, il est, à part l'agriculture, on ne fait pas grand-chose. Et donc, moi, je ne dis pas que c'est... D'ailleurs, je pense qu'il va falloir renforcer l'agriculture, et puisque c'est un atout du territoire. Tout ce qui est végétal, production alimentaire, c'est un atout. Donc, nous allons développer ça. Le patrimoine culturel, tout ça, je pense que tous ces outils de réalité virtuelle permettront, donc, pour le développement du tourisme, permettront donc, aux gens de l'extérieur de découvrir tout ce patrimoine culturel, tout ce patrimoine historique, tout ce patrimoine humain, puisque nous avons aussi sur le territoire des grands hommes, des hommes qui ont participé à l'histoire de la Martinique. Donc tout ça sera peut-être plus facile à mettre en évidence à travers cette réalité virtuelle. Donc, première condition, c'est l'arrivée des réseaux, mais en même temps, on ne peut pas attendre que les réseaux soient là pour perdre du temps sur la réalité virtuelle. Donc, le laboratoire qui arrive là où nous avons déjà du réseau, pour mettre déjà les porteurs de projets en condition. Eh bien, c'est tout ce que l'on souhaite pour la Martinique et pour Cap-Nord en particulier. Et c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. C'était le plateau télé du Media Lab sur la réalité virtuelle qu'à l'avenir pour la Martinique à l'occasion de la 3e édition de la journée territoire de demain. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur la réalité virtuelle, moi je vous conseille un petit film qui va sortir dans quelques mois. C'est réalisé par Steven Spielberg, ça s'appelle Ready Player One. Et c'est un film de science-fiction, donc ça a toujours à prendre avec des pincettes, mais ça peut vous donner une idée de ce qu'on va avoir dans le futur. Allez, ciao, bye bye. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous. J'espère que ça s'est bien passé. Oui. Oui. Ben, merci beaucoup.